Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hop. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien. Donc on va continuer la lecture. On va continuer la lecture ce soir du livre Influence et manipulation. J'ai un peu tardé. Donc je devais commencer plus tôt, mais en fait je pouvais pas. Donc voilà. Donc on va continuer le chapitre 4. Coucou Rafara. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Donc n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Donc hier, on en était encore au chapitre 4. Donc je vous mettrai les replays, donc ils sont en téléchargement, mais je vous les mettrai dès que possible, soit après le live, soit demain. Voilà, et ce soir, on va terminer la lecture du chapitre 4. Donc on va faire un petit live. Et donc le chapitre 4 qui était sur la preuve sociale. Hop, je vous remonte le titre. Voilà, la preuve sociale. La vérité, c'est les autres. Voilà. Donc en gros, il explique comment est-ce qu'on est influencé par le groupe pour prendre nos décisions. Coucou Elvis, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Algérien lyonnais. Ça va, merci. Ça va, ça va. J'étais au sport avant d'arriver et du coup, bah voilà, je me suis connectée un peu tard. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à tapoter sur le live. Et puis je vais commencer la lecture. Donc on a fait un live hier, un live rapide hier qui s'est terminé rapidement parce que j'avais plus de batterie. Et voilà, donc je vous mettrai le replay dès que possible. Et ce soir, donc, on termine le chapitre 4. Voilà, bonsoir tout le monde. Et pour tous ceux qui me connaissent pas, donc moi je fais des lives où je fais de la lecture de livres de développement personnel. Donc tous les soirs, on parle de développement personnel. Ce soir, on va découvrir le livre Influence et manipulation qu'on est en train de lire depuis quelques lives. Et on en est au chapitre 4 qu'on va terminer. Coucou, ouais, alors, ah bah c'est bien comme première expérience. Le travail au Carrefour au traiteur, c'était chaud. Ouais, c'est physique du coup. Après, c'est toujours difficile les prises de poste parce qu'il y a plein de choses à connaître et à découvrir, donc c'est pas évident. Mais tu vas voir petit à petit, tu vas t'habituer, ton corps il va maîtriser le truc, tu vas réussir à avoir plein d'informations et ça ira de mieux en mieux. En tout cas, ne lâche pas, ça va. Ouais, bon courage. Tout le monde t'envoie du coup. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc n'hésitez pas, voilà, à tapoter. Donc je vais commencer. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Alors, donc je vais continuer la lecture rapidement du chapitre 4. Hop, voilà. Et comme je vous ai dit, hier on a fait un live. Hier soir, c'était un live rapide qui n'était pas prévu, mais on a quand même lu quelques pages du chapitre. Et je vous mettrai le replay sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc dès que possible, je vous mets le replay. Là, il est en téléchargement, donc j'espère que soit ce soir, soit demain, je pourrai vous le mettre. Merci beaucoup, Jade Jerry. Merci à tout le monde qui tapote sur le live. Coucou ALD, comment vas-tu? Voilà, merci beaucoup. Merci à Yuketa. Merci tout le monde. C'est juste que rien ne fonctionnait normalement, balance, prix, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est sûr que là, du coup, c'est pas évident. Bon, bon courage en tout cas, j'espère que ça va le faire.
Et t'étais tout seul. Ah oui, ouais, c'est sûr. Quand on n'est pas accompagné sur une prise de poste, c'est pas évident. Bon, bah accroche-toi en tout cas, j'espère que ça va le faire. Yes, bravo Elvis. Super. Alors, donc, on en était là au schéma donc 1 sur la lecture. Donc, je vous remonte le livre Influence et manipulation qu'on est en train de découvrir. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas là hier, en fait, il expliquait. Alors, c'était une thématique assez triste, mais en fait, donc, il parlait du lien entre l'augmentation du nombre de suicides et l'augmentation du nombre d'accidents. Qui était médiatisé. Et en fait, il expliquait que lorsqu'il y a des accidents qui sont médiatisés, type crash d'avion, de voiture, etc., il y a une augmentation du taux de suicide. Pourquoi? Parce que, en fait, ça met les personnes dans un état d'esprit, en gros, où, du coup, ça ajoute à leur situation personnelle des éléments qui, du coup, les poussent à en finir en fait. Voilà, en gros. Et donc, ils comprenaient pas la corrélation entre les deux et ils ont fait des analyses et pour eux, en tout cas, ce serait lié à ça. Puisque ce serait des éléments en plus qui les conduiraient à ça. Donc là, on peut voir que la preuve sociale, c'est l'influence en fait sur des cas individuels de situations médiatisées. Donc le schéma numéro 1, donc c'est la fluctuation dans le nombre de suicides survenus avant, pendant et après le mois où apparut la nouvelle de suicide. Donc ces chiffres soulèvent un problème éthique fondamental. Les suicides qui suivent ces articles, donc les articles, comme je vous ai dit, médiatisés, représentent des morts supplémentaires. Après une flambée initiale, le taux de suicide ne retombe pas en dessous des niveaux antérieurs. Il revient simplement à la normale. Ces statistiques devraient faire réfléchir les rédacteurs en chef qui s'empressent de mettre à la une les suicides les plus sensationnels. Si les découvertes de Phillips sont toujours valables, il n'y a aucune raison de penser le contraire. Ces articles peuvent provoquer la mort de dizaines de personnes. Des données plus récentes indiquent qu'outre les journalistes de la presse écrite, ceux de la télévision ont des raisons de s'inquiéter de la façon dont ils présentent les nouvelles de suicide. Philip et Kenneth Bolen ont rapporté qu'entre 1972 et 1976, chaque suicide largement répercuté était suivi la semaine d'après d'une hausse moyenne de 35 suicides par rapport aux prévisions. Donc là, on peut voir deux choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pouvez, constater. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, alors c'est vrai que je l'ai pas dit. En gros, quand il y a des suicides, donc des morts individuelles qui sont médiatisées, en fait, on va avoir une augmentation du nombre de suicides, mais qui n'implique pas d'autres personnes. Et quand il y a par exemple des crashs d'avions ou de voitures qui sont médiatisés, il va y avoir une augmentation du nombre de suicides du coup qui va impliquer d'autres personnes. Par exemple, une personne qui va foncer dans un arbre pour mettre fin à sa vie. Là, on va avoir du coup un impact sur d'autres personnes, ça va être public. Voilà, donc en fonction du type de nouvelles, la manière dont les gens vont terminer leur vie, je le dis comme ça parce que je veux pas qu'on soit bloqué dans le live, mais voilà. En fait, est lié. Et on peut voir quand même que, en fait, là, ça nous dit aussi que vraiment les informations, ce qu'on regarde, nous influencent énormément psychologiquement. Plus, en fait, on regarde des news au quotidien qui sont négatives, qui traitent de morts, de suicides ou de problématiques négatives, plus en fait ça nous impacte psychologiquement et ça peut conduire à beaucoup d'anxiété, à des dépressions, voire même à des suicides pour certaines personnes qui ne voient plus en fait l'intérêt de rester sur cette terre en fait quelque part. Donc voilà, ça montre bien qu'il faut éviter de trop regarder,
de regarder peut-être différemment, peut-être plus une fois, 2 fois par semaine, parce qu'au final, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont finalement pas importantes, qui changent pas grand-chose à notre quotidien. Sauf qu'on est tellement noyé dans des informations que du coup, voilà, ça a un impact. Et entre tout ce qui va être écologie, économie, là en ce moment, il y a les histoires de guerre, la Russie, machin et tout. Forcément, ça augmente l'anxiété et on peut voir là que même, que même quand on communique sur des suicides, des crashs, des guerres, etc., ça peut augmenter le nombre de suicides. Donc, soyons vigilants et surtout, il faut trouver un équilibre entre avoir l'information, la nouvelle qui nous intéresse et regarder des choses qui nous font du bien, quoi. Voilà, donc c'était pour le petit point vigilance. Voilà, parce qu'on peut être vite noyé dans beaucoup de choses et sans s'en rendre compte. Donc je continue. Quand Phillips examina les statistiques pour vérifier cette intuition, il trouva en effet que le nombre de passagers tués dans les accidents graves survenus dans les avions de ligne varie dans une proportion de 1 à 3 selon que l'accident a eu lieu une semaine après la publication d'une nouvelle de suicide ou une semaine avant. Le même phénomène se retrouve dans les statistiques des accidents de la route et confirme l'efficacité meurtrière des accidents survenus après la publication du compte-rendu d'un suicide. Les automobilistes victimes d'accidents mortels recensés après un suicide ayant fait la une des journaux meurent 4 fois plus rapidement que la normale. Parce que du coup, ça les influence dans la manière dont ils vont mettre fin à leur vie, en fait. Voilà, donc faut vraiment faire attention. Une autre particularité peut être déduite de la théorie de Phillips. Si la multiplication des accidents correspond réellement à des morts imitatives, les imitateurs imiteront plus probablement les suicides d'individus qui leur sont semblables. Dans le principe de la preuve sociale, nous utilisons les informations dont nous disposons sur la conduite des autres pour déterminer notre propre conduite. Parce qu'il expliquait qu'en fait, je vous remets l'image des adolescents. En fait, on aura toujours tendance à être influencé par des personnes qui nous ressemblent. Et il disait, les adolescents, est-ce que c'est des esprits jeunes et libres? Est-ce que c'est des esprits rebelles, etc. Oui, selon le regard des parents, parce que ils cherchent de l'indépendance, parce qu'ils veulent pas ressembler à leurs parents, etc. Mais à l'échelle d'un groupe d'adolescents, ils vont tous se ressembler. Parce que, en fait, ils veulent quand même adhérer, malgré tout, à un groupe social et faire comme les autres. Parce que ça les rassure, ils trouvent une identité commune, ils trouvent un groupe et ça leur donne en fait une structure, mais c'est très c'est très inconscient, quoi. Et donc c'est ce qu'il explique, c'est que en fait dans le principe de la preuve sociale, on va toujours aller chercher des informations de personnes qui sont comme nous, qui nous correspondent, quoi. Mais comme l'expérience du portefeuille l'a montré, nous sommes davantage influencés par les actes d'individus semblables à nous. Par conséquent, donc ça c'est l'expérience, donc parce qu'on l'a vu hier. Ils ont fait une expérience où ils ont mis plusieurs portefeuilles dans des rues, je crois à New York. Dans des portefeuilles, ils ont indiqué que la personne était américaine et dans d'autres qu'elle était étrangère. Et en fait, en gros, dans 70% des cas, les Américains retrouvaient leur portefeuille et dans 30% des cas, les étrangers retrouvaient leur portefeuille. Et eux, ils expliquent ça. Alors, est-ce que c'est dû au racisme? Je ne sais pas, mais en tout cas, eux, ce qu'ils expliquent, c'est que pour eux, les gens vont prendre la peine de faire l'effort de renvoyer les portefeuilles à leurs propriétaires quand c'est des personnes qui leur ressemblent, parce qu'ils se mettent plus facilement à leur place. Vous voyez? Donc voilà. Par conséquent, suivant le raisonnement de Phillips, si le principe de preuve sociale est à la base du phénomène,
Il devrait y avoir quelques rapports de similarité entre la victime du suicide retentissant et ceux qui provoquent les accidents ultérieurs. Pensant que la corrélation serait plus simple à établir concernant les accidents, où n'est impliquée qu'une seule voiture ne transportant que le seul chauffeur, Phillips compara l'âge du suicidé et l'âge des automobilistes tués solitairement juste après la parution de la nouvelle. Son intuition se révéla juste une fois de plus. Lorsque les journaux annonçaient la mort d'un jeune, c'étaient les jeunes conducteurs qui précipitaient leur voiture contre un arbre, ou un poteau, ou les jetaient dans un fossé avec des conséquences fatales. Mais quand la nouvelle concernait le suicide d'une personne plus âgée, c'étaient des conducteurs d'âge mûr qui périssaient dans de tels accidents. Cette dernière statistique est selon moi sans réplique. Elle achève tout à la fois de me convaincre et de me confondre. De toute évidence, le principe de preuve sociale est si puissant et ses effets si étendus qu'il joue un rôle dans notre décision fondamentale de vivre ou de mourir. Les résultats obtenus par le professeur Phillips me portent à croire que la publicité donnée au suicide exerce une terrible influence, au point de pousser des personnes semblables à se suicider, au suicider à se tuer simplement parce qu'elle confère une certaine légitimité à l'acte. Donc vous voyez, c'est ce que sur d'autres, comme je vous l'ai dit, sur le portefeuille et les adolescents, en fait on va légitimer plus facilement les actes de personnes qui nous ressemblent plutôt que de personnes qui ne nous ressemblent pas parce qu'il y aura moins de compréhension dans en fait l'action qui est faite, quoi. Les chiffres sont effrayants car ils montrent que beaucoup d'innocents meurent dans l'affaire. Un simple coup d'œil aux courbes montrant l'indéniable augmentation des morts en avion et en automobile après les nouvelles de suicide, en particulier de suicides accompagnés de meurtres, montre que notre sécurité est menacée. Ces statistiques sont pour moi inquiétantes, au point que je me suis mis à révéler les nouvelles de suicides sensationnels et à modifier mon comportement dans la période qui suit. Je m'efforce la plus grande prudence au volant dans ma voiture. J'évite les grands voyages qui obligent à emprunter les lignes aériennes. Si je dois prendre l'avion dans cette période, je contracte pour le voyage une assurance plus forte qu'en temps ordinaire. Le docteur Phillips nous a rendu un grand service en démontrant que nos chances de survie en voyage diminuent nettement après la publication de certains faits divers. Il est simplement prudent d'en tenir compte. Et comme si ces résultats concernant le suicide ne suffisaient pas, les dernières recherches de Phillips apportent de nouveaux motifs d'inquiétude. Les actes de violence auxquels est donnée une large publicité stimuleraient des homicides imitatifs. Ainsi, les championnats de boxe poids lourds, dont les images sont diffusées au cours des journaux télévisés, entraînent une augmentation notable du nombre d'homicides commis aux États-Unis. Cette analyse des effets des championnats de boxe poids lourds entre 73 et 78 montre très clairement la remarquable spécificité des agressions imitatives. Quand le match était perdu par un boxeur noir, le nombre de jeunes noirs victimes de meurtres pendant les 10 jours suivants augmentait nettement. Par contre, quand c'était un blanc qui perdait un match, c'était le nombre de jeunes blancs tués pendant les 10 jours suivants qui augmentait. Ces résultats, associés aux découvertes de Phillips sur le suicide, montrent que l'agression donnée en pâture au public tend à être contagieuse aux dépens de victimes similaires, que l'agression soit dirigée contre soi-même ou contre un autre. Donc, vous voyez bien que l'impact de ce qu'on regarde nous influence. Alors, évidemment, on va peut-être pas aller jusqu'à sortir dans la rue et se battre, mais il y a vraiment un impact psychologique sur nos émotions, sur notre état d'esprit, quand on regarde les infos, des films, etc. Les jeux vidéo, voilà, donc c'est important de pouvoir limiter et d'équilibrer avec d'autres choses. Et surtout, je pense d'être vigilant pour nos enfants parce que, par exemple, on va regarder les informations tous ensemble, mais
en tant qu'adulte, je pense qu'on va évidemment pas traiter l'info de la même manière que l'enfant qui est à côté de nous ou l'adolescent. Et c'est important après aussi d'en parler. Par exemple, on regarde des infos, on voit qu'il y a eu quelque chose d'assez choquant. C'est important aussi de pouvoir en parler avec les enfants autour de la table, les adolescents, pour avoir leur avis et de désamorcer en fait ce qu'ils ont dans la tête. Parce que du coup, après, ils se font des images, c'est ce qui reste. Et quand il y a des situations qui sont compliquées, ça fait partie des solutions possibles pour eux, vu que ça a été mis dans leur tête et que ça a été diffusé, quoi. Donc, voilà. Après, est-ce que ces études sont... Est-ce que ces études ont été remises en question, etc. Je sais pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est qu'on est quand même influencé par les médias, par les films, les jeux vidéo, etc. Et que, voilà. Et on va garder en tête ce qui nous ressemble. Voyez. Alors, je regarde les commentaires. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Merci Adam, merci tout le monde. Moi je suis un caméléon, je ressemble à ce qui m'entoure. Coucou Your Name. Si c'est volontaire et calculé, pourquoi pas, mais le problème c'est quand on s'en rend pas compte, tu vois. Voilà. Après, il n'y a pas de mal à ressembler à ce qui nous entoure en soi. C'est... Bon voilà, les humains sont comme ça, on va aussi vers ce qui nous ressemble parce qu'on est fait pour être en groupe, voilà, on est dans des sociétés, voilà, donc forcément on va toujours aller vers ce qui nous ressemble. Le tout c'est de savoir faire la distinction avec soi-même et de pas suivre les choses sans trop réfléchir, je pense, quoi. Voilà. Voilà. À part les ermites. Oui, bien sûr. Après, il y a chacun après, il y a des profils différents, mais et puis il y a voilà, il y a les personnes qui sont introverties, extraverties, qui ont besoin de temps pour eux, etc. évidemment. Mais disons que socialement, on va quand même toujours plus ou moins vers ce qui nous ressemble. Peut-être que des ermites iront, par exemple, vers des personnes qui le sont aussi, mais prendront contact grâce aux réseaux sociaux. Tu vois, enfin, les chats, les forums, les machins. Il y en a qui restent chez eux, mais qui quand même réussissent à prendre contact avec d'autres personnes qui sont comme eux, tu vois. Donc bon. Alors, schéma 2, fluctuation journalière dans le nombre d'accidents mortels survenus avant, pendant et après la publication d'un suicide. Donc, ok. Donc là, en fait, on peut voir que... Donc là, vous avez... Ah, je vous ai pas montré mes petits nouveaux stylos chat qu'on m'a offert. Ça n'a rien à voir. Mais bon, ça apporte un peu de gaieté. Et regardez, je vous montre la petite abeille. Voilà, c'est trop mignon. Bref. Voilà, bon, j'essaye de... Alors, je vais vous montrer avec mon stylo chat. Donc, le nombre d'accidents mortels en avion de ligne. Donc, vous voyez, en fait... donc là, on a le jour J, la parution de l'article. Et on a une augmentation flagrante du nombre d'accidents mortels, voilà, d'avions de ligne. Là, c'est pareil. Alors, c'est quoi la différence? Quelle est la différence? Alors, bon, en tout cas, là, on a la parution et on a une augmentation. Et on voit que le taux ne diminue pas à chaque fois. Il reste au minimum au seuil stable, quoi. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Mais alors, voilà. Donc là, vous voyez, il y a une augmentation considérable. Après, il y a une légère baisse, puis une réaugmentation. Mais du coup, ça lance des pics, quoi. Hop. Alors, coucou Cridi. Oui, j'avais dit que je faisais un live ce soir, du coup,
Mais je sais pas si est-ce que tu as activé la notification sur... Il faut activer la cloche en fait. Ok, ça marche, pas de souci, Crédit. Alors, je continue. Comme il ressort de ces courbes, le danger le plus grave existe 3 ou 4 jours après la publication de la nouvelle. Après une brève accalmie, il y a une autre pointe, environ une semaine après l'article. Après le 11e jour, il n'y a plus de trace de l'effet d'entraînement. Ce schéma qui se retrouve à chaque type d'accident considéré nous apprend une nouvelle caractéristique des suicides cachés. Ceux qui cherchent à déguiser en accident leur geste imitatif d'autodestruction attendent quelques jours avant de passer à l'acte. Sans doute pour se donner du courage, mettre au point l'accident ou mettre de l'ordre dans leurs affaires. Quelle que soit la raison de ce fait récurrent, nous savons que la sécurité du voyageur est particulièrement menacée 3 ou 4 jours après la nouvelle, puis de nouveau, moins fortement toutefois, quelques jours plus tard. Nous ferions bien par conséquent de nous montrer très prudents quand nous voyageons dans ces périodes. Voilà, donc ok, très prudent, et puis surtout, si vous voyez des personnes qui se sentent pas bien, si vous voyez qu'il y a des news qui sortent pas ouf, qui sont assez déprimantes, n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone et voir comment ces personnes se sentent. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc le livre qu'on lit en ce moment, c'est Influence et manipulation. Merci Aura Farah. Voilà, donc je continue. Des travaux tels que ceux du Dr Phillips nous permettent de mieux apprécier l'influence parfois tragique du comportement d'autres individus perçus comme semblables. Attendez, je vais juste mettre mon tel à charger. Hop, alors attendez. Alors je vais devoir éteindre la petite lumière violette. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Alors, voilà. Sinon, mon tel va s'éteindre comme hier et ça serait dommage. Voilà. Ok. Bon, il n'y a plus la petite lumière, c'est pas grave. Ça nous mettait une petite ambiance. Donc je continue. Si l'on sait la force énorme que cela peut représenter, il devient possible de comprendre une extraordinaire affaire de persuasion collective. Le suicide collectif de Johnston en Guyane. Certains faits relatifs à cette affaire méritent d'être rappelés. Le Temple du Peuple était une société semi-religieuse issue de San Francisco, qui recrutait des membres parmi les déshérités de la ville. En 1977, le révérend Jim Jones, chef spirituel et politique incontesté du groupe, alla s'installer avec un noyau de disciples au cœur de la jungle de Guyane. Le Temple du Peuple y subsista dans une relative obscurité, jusqu'au 18 novembre 1978, jour où un groupe de 4 enquêteurs, ayant à leur tête un membre du Congrès, Leo G. Ryan, furent tués alors qu'ils tentaient de quitter Johnston en avion. Certains d'être arrêtés et impliqués dans ces meurtres, certains des conséquences qui en résulteraient pour sa secte, Jones voulut être maître à sa façon de la fin du Temple du Peuple. Il rassembla autour de lui toute la communauté et appela chacun à mourir, à s'unir dans un suicide collectif. La première réponse à cet appel fut celle d'une jeune femme qui calmement s'approcha de la cuve de boisson à la fraise, désormais célèbre, administra une dose de poison à son bébé, une autre à elle-même, puis s'assit dans le champ, où elle et son bébé moururent dans des convulsions en l'espace de 4 minutes. Les autres suivirent en bon ordre. Il y eut bien une poignée d'adeptes qui s'enfuirent pour ne pas avoir à obéir, et il semble que quelques autres aient résisté. Mais d'après le témoignage des survivants, la grande majorité des 910 morts furent volontaires et paisibles. La nouvelle fut accueillie avec stupeur. La presse bombarda l'opinion de reportages.
de mise au point et d'analyse. Pendant des jours, les conversations en étaient pleines. Combien a-t-on trouvé de morts maintenant ? Un homme qui s'est échappé dit qu'il buvait le poison comme s'il avait été hypnotisé. Qu'est-ce qu'ils allaient faire en Amérique du Sud ? On n'arrive pas à y croire, enfin, pourquoi ont-ils fait ça ? Oui, pourquoi ? C'est la question critique. Comment peut-on expliquer cette docilité effarante ? Plusieurs hypothèses ont été proposées. Certains ont souligné le charisme de Jim Jones, un homme que sa forte personnalité faisait vénérer comme un sauveur, aimé comme un père et traité comme un empereur. D'autres ont mis en avant le genre de personnes qu'avait attiré le temple du peuple. C'était pour la plupart des gens pauvres, frustes, prêts à abdiquer de leur liberté de penser et d'action en faveur de la sécurité d'un endroit où toutes les décisions seraient prises à leur place. Certains commentaires, enfin, ont souligné la nature quasi religieuse du temple du peuple, où la foi indiscutée dans le chef de la secte était considérée comme primordiale. Il est indubitable que chacun de ces facteurs peut, dans une certaine mesure, expliquer l'événement. Mais je ne le trouve pas suffisant. Après tout, le monde est plein de sectes composées de faibles et dirigées par une figure charismatique. Et surtout, on trouve bien des cas analogues dans l'histoire. Pourtant, on ne relève pas dans le drame du même ordre que celui de Johnston. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher l'explication. Il y a une question qui peut nous mettre sur la voie. Si la communauté était demeurée à San Francisco, l'ordre de suicide donné par le révérend Jones aurait-il été suivi ? La question est purement spéculative, mais les spécialistes qui se sont penchés sur le cas du temple du peuple n'ont aucune hésitation à y répondre par la négative. Le docteur Louis Jolion West, chef du département de psychiatrie et sciences du comportement et directeur de la section de neuropsychiatrie de l'Université de Californie, Los Angeles, qui fait autorité en matière de culte, a observé 8 ans durant le temple du peuple. Interrogé au moment du drame, il émit une opinion qui me paraît hautement instructive. Cela ne serait pas arrivé en Californie, mais ces gens vivaient totalement aliénés du reste du monde, perdus dans la jungle d'un pays hostile. L'observation du Dr West, s'ajoutant à ce que nous savons du principe de preuve sociale, me semble très important pour la compréhension de ces suicides sur commande. Pour moi, dans toute l'histoire du temple du peuple, le fait qui contribua le plus à la docilité machinale des adeptes le jour du drame me semble être l'installation de la secte au cœur de la jungle, dans un pays dont les habitants et les coutumes leur étaient étrangers. Si nous en croyons ceux qui attribuent à Jim Jones une sorte de génie malfaisant, le chef de la secte avait compris quels impacts psychologiques aurait cette émigration. Les disciples se trouvaient subitement dans un lieu où tout leur était étranger. L'Amérique du Sud, et particulièrement ses forêts tropicales humides, ne ressemblaient en rien à tout ce qu'ils avaient pu connaître à San Francisco. L'environnement naturel, comme l'environnement social, où ils étaient plongés, devait leur sembler des plus incertains. Ah, l'incertitude, le principal appui du principe de preuve sociale. Nous avons déjà vu que les individus incertains se guident sur les actions d'autrui. Dans l'environnement étranger de Guyane, par conséquent, les fidèles de Temple étaient tout à fait disposés à suivre l'exemple des autres. Mais comme nous l'avons déjà vu, ce sont les autres qui présentent certaines caractéristiques qui seront suivies le plus aveuglement, ceux qui sont semblables. Et c'est là que réside l'affreuse habileté du déménagement opéré par le révérend Jones. Dans un pays tel que la Guyane, il n'y avait pour un résident de Johnson d'autre semblable
que les autres résidents de Johnstown. Ce que devait faire et croire un membre de la communauté était déterminé à un degré excessif par ce que croyaient et ce que faisaient d'autres disciples, totalement sous l'influence de Jones. Dans cette perspective, cet ordre terrible, cette absence de panique, le calme avec lequel ces gens s'approchèrent de la cuve de poison semble plus compréhensible. Ils n'avaient pas été hypnotisés par Jones, ils avaient été convaincus, en partie par lui, mais surtout par la preuve sociale, que le suicide était la conduite à tenir. L'incertitude qu'ils ressentirent certainement en entendant l'ordre de suicide dut les inciter à regarder autour d'eux pour définir leur propre attitude. Il est particulièrement important de remarquer qu'ils purent trouver 2 indications impressionnantes données par le groupe social, allant toutes les 2 dans le même sens. La première était l'attitude du premier groupe de compatriotes qui immédiatement et délibérément burent le poison. Il y a toujours un petit nombre d'individus à l'obéissance fanatique dans tous les groupes dominés par un chef charismatique. Que ceux-ci aient, en l'occurrence, été préparés à l'avance à servir d'exemple ou qu'ils aient été spontanément les plus dociles aux désirs de Jones, c'est difficile à dire. Peu importe, l'effet psychologique des actions de ces individus dut être puissant. Si les suicides d'autres individus, inconnus mais semblables, relatés dans les faits divers, peuvent pousser quelqu'un au suicide, imaginez l'effet d'un tel acte accompli sans hésitation par ses voisins, dans un endroit comme Johnstown. La seconde indication fut fournie par la réaction de la foule. Étant donné les circonstances, je soupçonne que joua sur une grande échelle l'effet d'ignorance collective qui frappe si souvent les témoins d'un accident. Chaque habitant de Johnstown regarda les actions de ceux qui étaient autour de lui pour évaluer la situation, et devant le calme apparent de la foule, car tous les autres, avant de réagir, attendaient de voir ce qui se faisait autour d'eux, en déduisit que le comportement à adopter était d'attendre patiemment son tour. Cette mauvaise interprétation, si convaincante pourtant, des indications données par le groupe, aboutit tout naturellement à l'horrible impassibilité de l'assemblée qui attendait dans la forêt de Guyane une mort rationnellement administrée. Je regarde juste combien de pages il nous reste. Ok. De mon point de vue, les essais d'analyse de l'affaire de Johnson se sont trop focalisés sur la personnalité de James Jones. Certes, c'était indubitablement un homme d'une rare puissance de persuasion, mais je considère que le pouvoir qu'il exerçait venait moins de sa personnalité remarquable que de sa connaissance des principes fondamentaux de la psychologie. Son vrai génie en tant que chef fut de comprendre les limites de son charisme individuel. Aucun chef ne peut espérer persuader constamment à lui seul tous les membres d'un groupe. Un chef d'une certaine force peut s'attendre raisonnablement à persuader une certaine proportion du groupe. La simple connaissance du fait qu'un certain nombre de membres du groupe aient été convaincus peut alors suffire à convaincre le reste. Ainsi, les chefs les plus influents sont ceux qui savent aménager les conditions du groupe de façon que le principe de preuve sociale agisse à plein en leur faveur. C'est là que Jones semble avoir été particulièrement inspiré. Son coup de maître fut de transférer la communauté du Temple du Peuple de ses racines urbaines à San Francisco à la lointaine Amérique équatoriale, où les conditions d'incertitude et de similarité exclusive feraient jouer le principe de preuve sociale en sa faveur, plus peut-être que n'importe où ailleurs. Là, une colonie de 1000 personnes, bien trop nombreuses pour être tenues en permanence sous la suggestion d'une volonté, pouvait être transformée en troupeau. Ceux qui travaillaient dans les abattoirs le savent bien, la mentalité d'un troupeau le rend facile à manier.
Il suffit de faire se mouvoir dans la direction désirée quelques individus, et les autres, réagissant moins à l'animal de tête qu'à ceux qui les entourent immédiatement, suivront, machinalement, paisiblement. Les pouvoirs étonnants du révérend Jones doivent être attribués non à sa forte personnalité, mais bien à sa profonde connaissance de l'application sociale du jujitsu. Alors, je vous remonte le livre qu'on est en train de lire. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Ouais, alors j'avoue que la thématique est assez terrible. Mais bon, voilà, c'est ce qui nous est présenté là. Mais c'est bien d'en prendre conscience aussi parce que du coup, ça permet d'agir. Voilà. Et d'essayer de contrer ça. Et en tout cas, de prendre conscience qu'on agit aussi tous par preuve sociale. En tout cas, ça nous arrive à tous. Je pense. Ou en tout cas, ça nous est arrivé. Hein. Alors, donc, du coup, maintenant, à la fin de chaque chapitre, de chaque technique d'influence, il nous apprend à dire non. Donc, comment dire non? C'est la dernière partie du chapitre 4 sur la preuve sociale qu'on va lire. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a une dizaine de pages. Après, on a le témoignage, comme d'habitude, et puis on aura terminé la lecture. Donc, il nous reste une dizaine de pages pour apprendre à dire non. Voilà. Donc, comment dire non? Ce chapitre a commencé par l'examen de la pratique, relativement anodine des rires préenregistrés, et nous a amené à des histoires de suicide et de meurtre. Le tout s'expliquant par le principe de la preuve sociale. Comment pouvons-nous espérer nous défendre contre une arme d'influence qui agit sur des comportements aussi variés? La difficulté est d'autant plus grande que la plupart du temps, nous ne souhaitons pas nous prémunir contre les informations que nous fournit la preuve sociale. Les indications qui nous sont fournies sur la conduite à tenir sont ordinairement valables et précieuses. Elles nous permettent de nous orienter avec sûreté dans nos décisions sans avoir à examiner personnellement les avantages et les inconvénients de chacun de nos actes. En ce sens, le principe de preuve sociale nous équipe d'un merveilleux système de pilotage automatique, semblable à celui de certains avions. Cependant, le pilote automatique crée occasionnellement de graves problèmes. Cela se produit quand l'information contenue dans le mécanisme de contrôle est fausse. Dans ces cas-là, nous nous trouvons au sens propre déroutés. Suivant la gravité de l'erreur, les conséquences peuvent être de taille. Mais comme le pilote automatique, fourni par le principe de preuve sociale, est plus souvent un allié qu'un ennemi, il ne saurait être simplement débranché. Nous voilà donc devant un problème classique. Comment nous servir d'un équipement qui garantit et menace tout à la fois notre sécurité? Fort heureusement, la solution au problème existe. Puisque les inconvénients du pilotage automatique apparaissent principalement lorsque des données incorrectes ont été introduites dans le système de contrôle, notre meilleure défense, c'est de savoir reconnaître quand il y a erreur. Si nous savons reconnaître les situations où le pilote automatique, preuve sociale, dispose d'une information fausse, nous pouvons débrancher le mécanisme et nous remettre aux commandes quand c'est nécessaire. Il y a deux types de situations où des données incorrectes font que le principe de la preuve sociale va nous donner de mauvais conseils. La première situation, c'est quand les indices ont été délibérément falsifiés. Ces situations sont invariablement fabriquées par des exploiteurs qui cherchent à créer l'impression, car la réalité importe peu, qu'une multitude d'individus agissent comme les exploiteurs veulent nous voir agir. Les rires préenregistrés des feuilletons télévisés que nous avons déjà vus sont un exemple de cette falsification des indices.
Mais les exemples sont innombrables, et la plupart du temps, la falsification est cousue au fil blanc. Ainsi, les fausses réactions du public ne sont pas spécifiques aux médias électroniques ni même à l'ère électronique, mais en réalité, l'exploitation éhontée du principe de la preuve sociale se retrouve dans l'histoire de l'un de nos arts les plus vulnérables, l'opéra. Je veux parler de l'institution de la claque, qu'on dit remonter à 1820, à l'initiative de deux habitués de l'opéra de Paris nommés Sauton et Porcher. Ou Porcher. Ces hommes n'étaient pas que des amateurs d'opéra, c'étaient des hommes d'affaires, et leur produit était l'applaudissement. Associés sous le nom de l'assurance des succès dramatiques, ils se louaient, avec leurs employés, auprès de cantatrices et de directeurs d'opéra qui souhaitaient assurer le bon accueil de la part du public. Ils réussissaient si bien à stimuler, par leur réaction préparée à l'avance, une vraie réaction du public, qu'avant longtemps, les claques, composées ordinairement d'un chef-d'œuvre de claques et de plusieurs claqueurs individuels, étaient devenues une tradition solidement établie dans le monde de l'opéra. D'après l'historien de la musique Robert Sabin, en 1830, la claque était une institution en plein essor. On venait toucher son cachet le jour, on applaudissait le soir, le plus ouvertement du monde. Mais selon toute probabilité, ni Sauton ni son associé Porcher n'avaient la moindre idée de l'extension qu'allait connaître leur intervention des applaudissements sur commande, adoptés et utilisés partout où se chantait l'opéra. Au fur et à mesure que se développait l'utilisation des claques, les professionnels proposèrent toute une gamme de produits de style et d'intensité variés. De la même façon que les fabricants de rires préenregistrés recrutent des individus qui excellent à lâcher des petits rires étouffés ou à s'exclamer bruyamment, les claques proposaient leur spécialité. La pleureuse, choisie pour sa capacité à pleurer sur commande, le bisseur, qui crie bis et encore sur un ton extatique. Enfin, digne précurseur des rires préenregistrés d'aujourd'hui, le rieur, choisi pour son rire particulièrement contagieux. Or, le point commun de ces formes modernes et anciennes de réaction préparée est le caractère flagrant de la supercherie. On ne voyait aucune raison de déguiser ou de renouveler la claque qui occupait souvent les mêmes places, soirée après soirée, année après année, sous la conduite d'un chef de claque installé depuis 20 ans dans sa fonction. Même l'aspect économique de cette institution n'était nullement dissimulé au public. 100 ans après l'invention de la claque, le lecteur du Musical Times de Londres pouvait lire les tarifs que publiaient les claqueurs italiens. Qu'il s'agisse de Rigoletto ou de Benny Hill, donc, les publics se font volontiers manipuler par ceux qui utilisent la preuve sociale, fût-elle ouvertement falsifiée. Donc là, on peut voir les tarifs officiels de la claque italienne. Des applaudissements ordinaires à l'enthousiasme délirant, la claque faisait ouvertement la publicité de ses services. Donc là, on peut voir, pour applaudir à l'entrée en scène, 25 lires. Pour applaudir à l'entrée en scène, donc là, quand c'est un homme, quand c'est une femme, 15 lires. Applaudissements ordinaires en cours de séquence 10. Appuyé en cours de séquence 15, voilà, etc., etc. Les bravos, 5 lires. Demander un bis jusqu'à satisfaction, 50 lires. Enthousiasme délirant, prix à débattre. Voilà. Donc même à l'opéra, on se fait bien manipuler. Voilà. Mais c'est, donc comme vous pouvez voir, c'est clairement expliqué, quoi. Enfin, expliqué ou c'est pas caché. Hop.
Ce que Sauton et Porcher ont compris de la façon mécanique que nous réagissons au principe de preuve sociale est également compris par un certain nombre d'exploiteurs de notre temps. Ceux-ci ne ressentent aucun besoin de cacher la nature artificielle des preuves sociales qu'ils établissent. Il suffit de constater la médiocrité des effets de rire préenregistrés réalisés à la télévision. Ils semblent satisfaits de nous laisser devant une alternative lamentable. Nous devons soit leur permettre de nous induire en erreur, soit abandonner notre précieux pilote automatique qui nous rend vulnérables à leurs stratagèmes. Mais dans leur assurance que le piège s'est refermé sur nous, les exploiteurs ont fait une grosse erreur. La négligence avec laquelle ils ont monté leur fausse piste nous donne un bon moyen de nous défendre. Comme les pilotes peuvent être branchés ou débranchés à volonté, nous pouvons nous laisser mener par eux jusqu'à ce que nous voyions qu'une fausse donnée a été introduite. Nous pouvons alors reprendre les commandes et faire les corrections nécessaires dans les données avant de rebrancher le pilote automatique. La transparence des moyens de trucage utilisés nous indique assez clairement à quel moment opérer une manœuvre toute simple. Sans autres efforts qu'un peu de vigilance lorsque nous trouvons des indices falsifiés de façon flagrante, nous pouvons donc nous protéger efficacement. Prenons un exemple. Nous avons déjà remarqué la prolifération des publicités contenant des témoignages de l'homme de la rue, dans lequel des gens ordinaires parlent avec enthousiasme d'un produit, souvent sans savoir que leurs paroles sont enregistrées. Comme on peut s'y attendre après le principe de preuve sociale, ces témoignages de gens comme vous et moi ont une grande efficacité publicitaire. Ils ont toujours comporté une distorsion peu apparente, nous n'entendons que les témoignages favorables au produit. Par cela même, nous avons une image forcément déformée des preuves sociales en sa faveur. Plus récemment cependant, on a inventé une forme de falsification plus crue et plus critiquable. Souvent, les producteurs ne prennent pas la peine de recueillir des témoignages authentiques. Ils engagent des acteurs pour jouer le rôle du consommateur ordinaire, répondant de façon spontanée à un enquêteur. Il est incroyable de voir à quel point ces enquêtes peuvent être invraisemblables. Les situations sont de façon flagrante mises en scène. Les soi-disant participants sont des acteurs et le dialogue est manifestement écrit à l'avance. Je sais que lorsque je rencontre une tentative d'influence de cette sorte, cela déclenche en moi une espèce d'alarme et un signal. Attention, fausse preuve sociale dans cette situation. Déconnectez temporairement le pilote automatique. C'est si facile à faire. Il nous suffit de prendre la décision d'être attentif aux signes de contrefaçon, et l'assurance satisfaite des exploiteurs se retournera contre eux. Nous pourrons relâcher notre vigilance et nous préparer à la contre-attaque. Notre contre-attaque doit être vindicative. J'entends qu'il ne faut pas se contenter d'écarter la fausse information, même si cette tactique défensive est à recommander. Il faut passer à une contre-attaque agressive. Chaque fois que possible, nous devrions faire payer aux responsables leur falsification de la preuve sociale. Nous devrions n'acheter aucun produit vanté par les publicités ayant la forme de fausses enquêtes. De plus, nous devrions envoyer au producteur de ces articles une lettre expliquant notre réaction et lui recommandant de cesser de recourir au service de l'agence de publicité qui propose une présentation si mensongère de ses produits. Alors, je regarde juste combien de pages il nous reste. Ok, il nous reste 4 pages. Ensuite, on a le témoignage et on a fini la lecture pour ce soir. Alors, je vais juste regarder rapidement les commentaires. Donc, je vous remonte le livre qu'on est en train de découvrir ensemble. Donc là, on termine ce soir le chapitre 4 du livre Influence et manipulation. Donc, vous voyez,
Donc moi je fais de la lecture de livres de développement personnel et on parle de tout ça ensemble. Voilà, coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Timo. Bonsoir, c'est James. Ouais, belle illustration et de prise de conscience, c'est ça, voilà. Merci. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si vous voulez assister à des lectures de livres de développement personnel, on lit plein de choses différentes. Voilà, donc moi je fais des lives le soir. Donc bienvenue à tous. Mettre des lives pour ce live zéro lire. Voilà, n'hésitez pas à tapoter. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent à fond sur le live. Voilà, bonsoir Pépites. Mais tout le monde ne prie pas comme un musulman. Oui, bah en fait, voilà, c'est pour ça que par exemple dans ce que tu dis, Fama Life, en fait, souvent, comme on est manipulé, en fait, c'est l'opinion publique. Et du coup, pour aller en fait dénigrer un courant de pensée ou un autre, une religion ou une autre, et ben en fait, on utilise souvent, par exemple, des faux profils sur les réseaux sociaux pour aller commenter, des fausses informations qui sont portées par un groupe pour essayer de convaincre d'autres personnes qui leur ressemblent, etc. Donc c'est vrai que ça, ben voilà, il y a des personnes qui vont aller s'inventer un profil pour aller ensuite dénigrer et que les autres suivent en fait. Voilà. Et après, à chacun pense comme à chacun de vérifier l'info. Bonsoir Malco, bonsoir Rumi. Alors. Voilà, donc je continue la lecture. Donc 4 pages, après on a le témoignage qui fait une page et on a fini la lecture pour ce soir. Certes, nous ne souhaitons pas toujours nous reposer sur les actions de nos semblables pour décider de notre conduite, en particulier si la circonstance est assez importante pour mériter une réflexion personnelle sur ces différents aspects ou si nous sommes spécialistes en la matière. Mais dans un grand nombre de situations, nous voulons pouvoir disposer d'une source valable d'informations, à savoir le comportement d'autrui. Si dans ces situations nous découvrons que nous ne pouvons nous fier à cette information parce que quelqu'un a disposé de faux indices, nous devons être prêts à appliquer des mesures de rétorsion. Dans de tels cas, je me sens personnellement motivée par autre chose que le sentiment désagréable de m'être fait duper. Je m'insurge à l'idée de me laisser acculer par des actes forcés par des gens qui détruisent une des barrières qui protègent mon esprit contre toutes les sollicitations de la vie moderne. Et en châtiant ceux qui s'y essaient, j'ai vraiment l'impression de faire justice. Si vous êtes comme moi, faites-en autant. Outre les cas où les indications du groupe social sont délibérément truquées, il y a d'autres circonstances où le principe de preuve sociale nous induira en erreur. C'est quand une erreur innocente, naturelle, vient à constituer petit à petit tout un faisceau de preuves sociales et nous incite à prendre une mauvaise décision. Le phénomène d'ignorance collective par lequel les témoins d'un incident grave ne voient pas de motif d'inquiétude est un exemple de processus. La meilleure illustration que je puisse trouver toutefois vient d'un témoignage apporté par l'un de mes étudiants qui était agent de police. À la fin d'un cours sur le thème du principe de la preuve sociale, il vint me trouver. Il m'expliqua qu'il comprenait maintenant la cause d'une espèce d'accident de la route qu'il avait toujours trouvé incompréhensible. L'accident se produisait en général sur une grande artère de la ville, aux heures de pointe, moment où des voitures roulaient à une allure régulière mais lente sur toutes les voies. Les événements conduisant à l'accident se déroulaient de la façon suivante. 2 voitures à la file mettaient leurs clignotants en marche, signalant ainsi leur intention de changer de file.
en quelques secondes, une longue file de voitures, suivant les 2 premières, faisait de même, croyant qu'un obstacle quelconque, une voiture mal garée ou des travaux sur la voie gênaient le passage. C'est en essayant de se faufiler dans la file d'à côté qu'il provoquait fréquemment des accidents. Ce qui est étrange, d'après mon étudiant, c'est que bien souvent, il n'y avait aucun obstacle sur la voie. Et au moment où se produisait l'accident, cela aurait été évident pour les conducteurs s'ils avaient regardé. Il avait observé plus d'une fois un accident de ce type alors que devant les malheureux conducteurs, la voie était parfaitement libre. Le récit de l'agent de police nous donne quelques indications sur la façon dont nous réagissons à la preuve sociale. D'abord, nous avons apparemment tendance à supposer que si beaucoup de gens font la même chose, c'est qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Surtout quand nous sommes incertains, nous sommes disposés à témoigner une confiance excessive à la science collective de la foule. Ensuite, cette foule se trompe, dans bien des cas parce qu'elle n'agit pas d'après une information privilégiée, mais réagit elle aussi au principe de la preuve sociale. C'est ainsi que, si 2 conducteurs ont décidé par coïncidence de changer de file au même moment, les 2 conducteurs qui les suivent immédiatement vont peut-être faire de même, supposant que les conducteurs devant eux ont repéré un obstacle. Les indices sociaux qui se présentent alors à tous ceux qui suivent sont concluants. 4 voitures à la file, mettant leur clignotant, essaient de s'infiltrer parmi les voitures de l'autre file. D'autres clignotants se mettent en marche. La preuve sociale est alors irréfutable. Pour les conducteurs qui sont loin derrière, pas besoin de s'interroger sur la nécessité de changer de file. Tous ceux de devant doivent avoir vu quelque chose. Ils sont si occupés à se préparer à bifurquer que, sans même vérifier ce qui se passe sur leur voie, les conducteurs lancent un assaut groupé contre la file voisine et le choc est parfois rude. Il y a là une façon à retenir, une leçon à retenir. Un système de pilotage automatique, tel que la preuve sociale, ne doit jamais être totalement laissé à lui-même. Même si aucun saboteur n'a introduit de fausses données dans le mécanisme, celui-ci peut parfois se bloquer. Nous devons vérifier de temps en temps la machine pour nous assurer qu'il n'y a aucun déphasage avec les autres indications disponibles. L'effet visible, notre expérience passée, notre jugement. Heureusement, cette précaution ne requiert ni beaucoup d'argent ni beaucoup de temps. Un simple coup d'œil autour de nous suffit. Et cette petite précaution est payante. Les conséquences d'une confiance aveugle dans les éléments de preuve sociale peuvent être très graves. Cet aspect du phénomène de preuve sociale me rappelle toujours la façon dont certaines tribus indiennes, comme les Pieds-Noirs, les Cris, les Snakes, les Crocs, chassaient autrefois le bison. Le bison présente 2 caractéristiques qui le rendent particulièrement vulnérable aux fausses preuves sociales. D'abord, il a les yeux situés de telle sorte qu'il lui est facile de voir de côté que de face. Ensuite, quand le troupeau se lance dans une fuite éperdue, c'est la tête baissée, si bien que chaque animal ne voit pas plus haut que le troupeau. C'est pourquoi les Indiens découvrirent qu'il était possible de tuer des quantités de bisons en faisant courir un troupeau en direction d'une falaise. Les animaux, répondant à l'écrasante preuve sociale qui les entourait et ne levant jamais la tête pour voir ce qu'il y avait devant, faisaient le reste. Un observateur médusé d'une de ces chasses a décrit le dénouement tragique de cette preuve de confiance envers la connaissance collective. De cette façon, il était possible de détourner un troupeau vers un précipice et de le faire tomber dedans en masse. Les animaux qui couraient en tête étaient précipités dans l'abîme par les suivants et tous les autres suivants dans leur propre mouvement.
Il ne fait aucun doute que le pilote, dont l'avion est dirigé par pilotage automatique, serait avisé de jeter de temps en temps un coup d'œil sur le tableau de bord, et un autre par la fenêtre. De la même façon, nous devons périodiquement lever la tête et regarder ce qui se passe autour de nous chaque fois que nous sommes pris dans l'obsession des indications données par le groupe. Sans ce garde-fou, qui nous protégera d'une preuve sociale mal comprise? Nous risquons le même sort que les conducteurs de la rocade encombrée et les bisons d'Amérique du Nord. Alors, donc avant de lire le témoignage, donc qui conclut le chapitre 4, puisque vous voyez, il reste deux pages, et après on a fini le chapitre, je vais juste regarder vos commentaires. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Alors, donc je remonte un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Bienvenue tout le monde. Merci Elvis. On est balle barré tellement cette stratégie de la preuve sociale est utilisée pas forcément en bien. Oui, disons que c'est utilisé pour conduire le groupe, hein. En tout cas, mais alors ça peut être volontairement utilisé, mais la preuve sociale, elle est tout à fait aussi involontaire parce qu'on l'a vu dans les grandes villes, quand on a par exemple une chose qui se passe mais que personne agit, quand il se passe quelque chose de particulier et qu'on n'a pas suffisamment de preuves qui nous indiquent individuellement qu'on doit agir, on va se référer au groupe, à ce que les autres font. Et donc on va regarder, on va se dire personne ne fait rien, donc c'est que je dois m'inquiéter pour rien et donc on va passer notre chemin. Donc c'est vrai que en fait cette preuve sociale elle peut être hyper inconsciente aussi. Et parce que l'info n'est pas manipulée, c'est juste qu'on regarde ce que le groupe fait. Et après, soit des personnes l'utilisent, vont l'utiliser par exemple en politique, quand on a par exemple les meetings politiques qui sont diffusés, quand on va utiliser une information, par exemple pendant les élections, vous allez avoir un candidat qui va donner une info, vous êtes devant votre télé, et puis donc le candidat ou la candidate va donner une info, tout le monde va applaudir, qui va se dire il faut que je vérifie l'info. Les gens vont se dire en général ah ouais, et puis en plus il y a beaucoup de monde qui sont ok avec ça, donc inconsciemment c'est que c'est peut-être vrai, ou en tout cas est-ce qu'on va aller bien vérifier? Voilà, et ça voilà, il y a des personnes qui vont l'utiliser volontairement parce que comme on l'a vu avec c'était avec du coup la secte en Guyane, c'est qu'en fait donc en fait les personnes qui vont utiliser cette technique vont prendre un groupe et c'est le groupe d'individus qui va amener les autres personnes qui n'étaient pas convaincues à adhérer en fait. Et donc c'est ça aussi la preuve sociale. C'est ok, je suis pas convaincue, je sais pas quoi faire, quelles sont les preuves qui me permettent d'agir. Si j'ai pas de preuves scientifiques, si j'ai pas de preuves vraiment matérielles, eh ben je vais me référer aux autres. Et donc voilà, ça on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Et il faut être conscient que du coup, il faut savoir aussi à un moment donné se poser les bonnes questions, quoi. Voilà, et les lives de lecture, j'en fais plusieurs dans la semaine, c'est pas tous les jours, mais j'essaye d'en faire le plus souvent possible. Donc voilà, la semaine dernière, j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, cette semaine, je vais faire lundi, mercredi et jeudi. Voilà, demain soir, je serai normalement pas disponible. Enfin, je vais voir, mais je suis pas sûre en fait. Et vendredi soir, je serai pas disponible. Voilà, pour la simple et bonne raison que c'est mon anniversaire. Voilà. Oui, et alors après,
pour tout ce qui va être sujet religieux, politique, etc. Sur le live, ouais, on essaye d'être bienveillant, même si on a chacun nos idées, on est chacun convaincu. L'idée, c'est pas de débattre sur des idées en particulier, mais c'est de comprendre ce qu'on lit. Et après, comme je dis toujours, c'est à chacun de voir ce qui lui correspond. Après, on peut débattre, hein, bien sûr, le live, il est fait pour ça. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais il faut être bienveillant et l'objectif, c'est pas d'aller juger les autres, quoi. Vous voyez, par exemple, là, chacun croit en ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de... Et après, c'est en tout cas, voilà, c'est pas l'objectif du live, quoi. Tac, tac. C'est ce que je lis en ce moment. Coucou Natura et Brillé. Ben voilà. Donc, n'hésite pas à nous dire ce que t'en penses. Donc, nous, là, on va terminer le chapitre 4. Preuve sociale, ça marche pour le maquillage et les réseaux, c'est fou. Oui, exactement. Ben oui, voilà. Quand on a, par exemple, je vais chercher une référence. Ben, par exemple, tout à l'heure, je cherchais une référence, vous savez, les masques LED. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des... Je pense pas que les mecs connaissent, mais... Et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller voir sur TikTok ce que les gens en disent. Et après, je vais aller regarder les avis, je vais regarder la composition, etc. Mais bah, souvent, on va voir, par exemple, sur TikTok ce que les gens en pensent. Et on se dit, bah, si tout le monde dit que c'est bon, quoi. Voilà, bah, c'est tout à fait ça, Aura Farah. C'est ça. Voilà, hop. Oui, team décembre. Ah bah toi aussi Elvis. Ben voilà. Donc la team décembre. Je fais partie de cette team. Observation, voilà. Donc je vais terminer du coup donc la lecture de ce soir avec ces 2 pages. Donc c'est le témoignage. Vous avez pu voir sur les autres chapitres. Donc il y a l'explication de la technique. Donc à chaque chapitre c'est une technique que je vous remontrerai. Ensuite l'auteur nous apprend à contrer la technique. Et ensuite, on a un témoignage. Donc, je lis le témoignage. Donc, d'un ex-employé d'hippodrome. À l'époque où je travaillais dans un hippodrome, j'ai découvert à la longue une méthode de détournement de la preuve sociale par certains parieurs. Pour accroître leurs gains, ils réussissaient à inciter les autres à miser sur de mauvais chevaux. Dans les courses, la cote d'un cheval dépend des montants pariés sur lui. Plus ses mises sont élevées, plus il est coté, et moins les gains sont importants. C'est étonnant, mais bien des parieurs ne savent pas grand-chose des courses, ni de la stratégie qu'il convient d'adopter en la matière. C'est pourquoi ils se contentent souvent de jouer sur le favori, surtout s'ils s'y connaissent mal, surtout s'ils connaissent mal les concurrents en présence. À tout moment, ils voient de quel cheval il s'agit, puisque les mises sont indiquées en temps réel sur les panneaux d'affichage. Mais un turfiste plus exercé peut faire changer ses montants à l'aide d'une méthode très simple. Supposons qu'il ait des vues sur un concurrent qui lui semble avoir de bonnes chances de remporter la course. Il en choisit un autre qui ne risque guère de gagner, à 15 contre 1 par exemple. Dès que les paris sont ouverts, il place 100 $ sur le tocard, qui se retrouve aussitôt favori à 2 contre 1. C'est alors que le mécanisme de la preuve sociale se met en marche. Les gens qui n'ont pas encore fixé leur choix regardent le panneau d'affichage pour savoir sur quel cheval les premiers parieurs ont placé leur mise. Ils suivent le mouvement et il en résulte un effet de boule de neige. C'est alors que le vrai connaisseur revient au guichet pour parier une grosse somme sur son véritable favori, qui a toutes les chances de rapporter gros, maintenant que l'autre est en tête du panneau. Si son coup réussit, il aura largement multiplié son investissement de départ. J'ai été moi-même témoin de cette pratique. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un a placé 100 $ sur un cheval coté à 10 contre 1, qui s'est transformé du même coup en favori. Autour du champ de course, les rumeurs sont allées bon train.
Il y avait sûrement des tuyaux en circulation. Aussitôt après, tout le monde, moi compris, s'est mis à parier sur le cheval en question. Il a fini bon dernier, d'autant qu'il était blessé. Si les parieurs ont été nombreux à perdre beaucoup d'argent dans l'affaire, il y en a un qui s'en est très bien sorti. Je n'ai jamais su de qui il s'agissait, mais il a raflé le gros lot. Il avait parfaitement assimilé le principe de la preuve sociale. Une fois de plus, nous constatons que la preuve sociale exerce un effet particulièrement puissant sur ceux qui dominent mal une situation donnée. Par manque de connaissances ou d'assurance, et qui, de ce fait, sont amenés à chercher ailleurs qu'en eux-mêmes l'attitude à adopter en la circonstance. Voilà. Donc je relis le dernier paragraphe. Une fois de plus, nous constatons que la preuve sociale exerce un effet particulièrement puissant sur ceux qui dominent mal une situation donnée, par manque de connaissances ou d'assurance, et qui, de ce fait, sont amenés à chercher ailleurs qu'en eux-mêmes l'attitude à adopter en la circonstance. Donc, à méditer, voilà, à méditer. Donc on a terminé le chapitre 4, la preuve sociale, et le prochain live, on parlera de la sympathie, le gentil voleur. Donc du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je vais regarder les commentaires, je vous remontre juste du coup les différentes armes d'influence. Alors, hop. Voilà. Donc on a lu la réciprocité, on a lu engagement et cohérence. J'ai trop zoomé, hop, voilà. Donc là, on a fini la preuve sociale. Et donc, soit demain, soit mercredi, on lira la sympathie. Donc, on lira une partie du chapitre. Et vous pouvez retrouver tous mes replays sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous avez tous les replays de lecture des précédents chapitres qui sont sur ma chaîne. Donc, Madame-Succès. Voilà, donc Madame-Succès. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker les vidéos et à me donner de la force. Voilà, merci. Donc voilà, la sympathie. Donc, influence et manipulation. Hop. Je regarde vos commentaires. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, qui découvrent le live. Pour ceux qui veulent suivre les autres lectures, n'hésitez pas à aller activer la cloche sur mon profil. Vous cliquez sur la cloche qui est en haut, à droite ou à gauche, je sais plus. Et vous cliquez sur notification de live. Vous pouvez aussi mettre les publications que je mets, mais voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le faire. Alors, hop. Ah, toi Elvis, t'es Capricorne. Ah oui, bah oui, 26 décembre. Moi, je suis Sagittaire, du coup. Voilà, 12-12. Le 12-12. C'est ça. Alors, tu prends le current body. Bah, je sais pas, Aura Farah. Si t'as des conseils, je veux bien. Après, il est assez cher, donc c'est pour ça que je voulais vraiment quand même bien regarder avant. Mais franchement, il me tentait bien, quoi. Donc, n'hésite pas à me dire si t'as des tips, je suis preneuse. Si t'as des conseils, apparemment, c'est trop bien, donc bon. Merci Neuroclash. Merci pour ton commentaire. Hop. Les systèmes parasympathiques ou influence du stress positif. Voilà, très intéressant mais lourd de conséquences. Hop. Exactement, c'est ça. C'est lourd de conséquences. Et puis après, il faut juste aussi, je pense, quand on nous vend une idée, quand c'est quelqu'un qui essaye de nous influencer, bah, faut juste se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça, quel est son objectif, et
prendre un pas de recul et se dire, mais moi, dans tout ça, est-ce que ça me convient? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'adhère à cette idée? Et est-ce que de moi-même, je l'aurais fait avant que cette personne-là arrive? Avant que cette personne arrive me dire et me donner des infos qui entrent dans ma tête, est-ce que vraiment cette personne-là est dans mon intérêt ou pas? Et vérifier, surtout vérifier. Voilà. Surtout, il y a bientôt les élections municipales, par exemple, en mars prochain. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. On parle beaucoup de politique, par exemple. Et on a... voilà, ça c'est... Ils utilisent pas mal la preuve sociale, quoi. Mais c'est dans plein de domaines différents, on l'a vu. Et puis vraiment, que ce soit conscient ou inconscient, à partir du moment où il y a quelque chose qui tique, ben prenez un pas de côté et réfléchissez. En tout cas, bon, faut pas se mettre trop de pression non plus, hein. Ça sert à rien de se lever et d'être complètement, de se poser la question de tout, parce qu'il y a des choses qui sont faites pour nous et c'est pour ça aussi qu'on ne réfléchit pas et qu'on suit un peu le mouvement. Mais bon, quand même, il faut savoir aussi se re-questionner. Et TikTok, c'est bien pour ça aussi. Parce que du coup, il y a beaucoup d'infos. Donc, ça permet de se re-questionner, mais il faut vérifier. Du coup, il faut vraiment vérifier aussi quand même. Voilà, bonsoir Ruth. Bonsoir Cléminours. Lettre à D. Je vois pas de quoi. Je sais pas je vois pas de quel livre tu parles. Lettre à. Je me souviens plus. Je sais pas. Tu peux l'écrire en code si tu veux pas le. Voilà. Top 10 des livres à lire. Merci JHB Coach. Et voilà. Donc, merci pour ton retour. Donc, on a eu quasiment que des retours positifs de ce livre. Et effectivement, donc moi, je vous lis des livres qui sont quand même assez reconnus par la preuve sociale. Voilà, j'ai utilisé la preuve sociale pour choisir les livres. Et aussi parce que il y en a beaucoup que j'ai lus et que j'avais bien aimé et que je souhaitais vous proposer. Mais effectivement, les avis ont compté et voilà. Quand on n'a pas de... Voilà, on se base sur les preuves qui nous permettent de prendre des décisions et je pense que les avis des consommateurs sont en tout cas une preuve que tout le monde regarde et ça m'a aidé. Ouais, oui, ouais, il est cher, hein, il est cher. Mais comme je sais que pour ça, je me demandais si j'allais le prendre, mais je vais voir. Je sais pas trop. Je veux plus lire juste. Si. Toi aussi, t'as été tenté, bah ouais. On est influencé, hein. Avez-vous le DSM-5? Je ne connais pas du tout. Si tu peux nous expliquer, Christ. Oui, demain on est le 9-12. Non, j'expliquais les lives pour cette semaine. Donc je vais faire un live mercredi et jeudi. Peut-être que j'en ferai un demain, donc mardi, mais c'est pas sûr, ça dépend si j'ai le temps. Sinon, voilà, donc ça sera mercredi et jeudi les prochains lives de cette semaine. Et voilà, je disais vendredi, je fais pas de live. Et j'expliquais que parce que c'était mon anniversaire. Voilà, tout simplement. Faites-vous de la santé mentale? Comment ça? De la santé mentale? Non, c'est un live de développement personnel. Oui, voilà. Donc moi, je parle de développement personnel. Je suis pas psychiatre, psychologue, thérapeute. Voilà, je fais du coaching et je suis aussi vraiment, enfin, voilà, passionnée par le développement personnel et je voulais proposer du contenu là-dessus. Donc, je fais des lectures de livres qui parlent de plein de sujets différents, qui nous permettent d'apprendre à mieux se connaître, de peut-être démarrer des introspections, qui permettent de mieux se connaître et connaître les autres. Voilà, si ça peut aider, voilà, je transmets l'info, quoi. Et après, on en discute ensemble.
L'objectif, c'est pas du tout d'imposer des choses, c'est vraiment de lire et que vous me disiez ce que vous en pensez, qu'on en débatte, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous correspond et tout ça. Comment rendre les gens moins manipulables, pas juste des mesures de combat, mais des changements aussi. Oui, exactement. Oui, ce livre, il permet vraiment de comprendre tous les mécanismes qu'il peut y avoir, comment est-ce qu'ils sont utilisés consciemment ou inconsciemment, en fonction des métiers, etc. Et de voir comment déjouer tout ça et de se rendre compte aussi de nos propres mécanismes. Bonsoir David. Donc voilà. C'est un livre de référence et tout. Ah oui. Non, je l'ai pas lu. Et non, je me suis pas encore spécialisée. Ce sera sur 2026. Hop. Apporterait enthousiasme, spontanéité et une ouverture vers l'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, les Sagittaires, c'est toujours ouverture. Ouais, c'est toujours solaire, l'enthousiasme, la positivité, peut-être trop parfois. Et l'ouverture vers les autres, les voyages. Ouais, ça c'est Sagittaire. Ben, on a des défauts aussi, évidemment. J'ai noté, pensez à l'anniversaire de Marine, demain je déplace. Merci beaucoup. Merci, Cridi. Un livre sur les influences des signes astrologiques sur le comportement humain et les raisons. Moi, je lirai pas de livre d'astrologie. Hein. Je vais pas aller là-dedans parce que voilà. En Belgique, ok. Ouais, Christ, psy. Oh oui, ok, donc toi, oui, j'ai vu que tu étais psy. Bah, n'hésite pas à nous dire praticienne, thérapie, EMDR et TCC. Bah, super. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses des livres que tu peux voir ici. Si tu en as lu, s'il y en a que tu nous conseilles. Pour la prochaine lecture, on va lire soit Les dépendances affectives de Véronique Berger, soit Jung, Un voyage vers soi. Il y a aussi les profils émotionnels, voilà, qu'on n'a pas lu encore. Après, il y a les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Après, comme je disais, il y a des livres français qui sont plus relatifs à de la psychologie et de l'introspection. Et il y en a d'autres qui sont plus type motivation, passer à l'action, etc. Et pour le coup, le plus souvent qui relève... Enfin, c'est plus des auteurs américains, quoi. Donc voilà. Puis ce qu'on a lu d'autres aussi, c'est... On a lu Deep Work. Je vous montre. Hop. On a lu Deep Work, les livres de Joe Dispenza. Et puis voilà, on a lu ensuite tout ce que vous pouvez voir. Hop, attendez, voilà. Donc Lise Bourbeau, les accords Toltec, on a lu Napoléon Hill, Eckhart Tolle, Christophe André, Darren Hardy avec l'effet cumulé. Donc moi, comme je vous dis à chaque fois, je suis toujours preneuse et de vos conseils et de vos retours. On va s'écrire avec plaisir, Chris. Avec plaisir. L'effet cumulé, c'est vraiment extra. Yes, on l'a lu en live. Alors malheureusement, vous pouvez pas retrouver les replays parce que j'ai démarré les enregistrements. Enfin, bref, les replays sont depuis peu sur ma chaîne YouTube. Donc le dernier livre qu'on a lu avant Influence et Manipulation, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Donc vous avez le replay à partir du chapitre 5. Vous allez retrouver tous les replays des lives, donc avec Influence et Manipulation, et tous les prochains. Mais l'effet cumulé, on l'a lu et franchement, on a eu que des retours positifs. Il était hyper bien, hyper motivant et voilà. Ça, comme je disais, on en a parlé hier ou avant-hier, je sais plus, mais voilà, ça permet de faire un bilan de vie, de mettre en place des actions et ça prouve que
petite action par petite action, on peut faire des grands changements. Il faut juste prioriser et savoir ce qu'on veut mettre en place, les routines, etc. Et donc vraiment hyper bien. Richardson est intéressant. Ok. Ouais, donc les profils émotionnels. Donc Richardson. Je vous le montre. Hop. Donc les profils émotionnels. Hop. Parce qu'avec ma montagne là. Donc voilà, les profils émotionnels, apprendre à les connaître et mieux vivre avec. Et comme j'ai toujours tendance à dire, apprendre à se connaître et mieux vivre avec. Voilà. Donc apprendre à... Voilà. Donc vous arrive-t-il d'être en colère sans savoir pourquoi, de ruminer une simple dispute toute la journée? Avez-vous tendance à vous laisser abattre par la moindre difficulté? Nous avons tous un profil émotionnel qui s'est mis en place au fil de notre histoire, des automatismes cérébraux qui nous gâchent parfois la vie. Mais nous pouvons nous en libérer et modifier notre cerveau comme un muscle que l'on travaille. Richard Davidson bâtit une véritable science des émotions, fruit de plus de 30 ans de recherche, et permet à chacun d'identifier son profil émotionnel à l'aide de questionnaires et d'exercices d'auto-évaluation, de réguler ses émotions grâce à un entraînement mental adapté à chaque profil. Il nous aide ainsi à mieux comprendre l'origine de nos émotions et nous guide vers une vie plus épanouie. Donc je l'avais pris, je l'avais acheté la dernière fois. Vous voyez, j'ai même pas encore enlevé les étiquettes des livres. Voilà. Donc ce livre va vous ouvrir les yeux et changer votre regard sur vous-même et sur les autres. Ok, donc c'est un bon choix. Je suis contente. Voilà. Donc toi des jeux, tu conseilles l'effet cumulé. Yes. Moi, je vous le conseille aussi. Vous avez tous les livres. Vous pouvez retrouver l'effet cumulé et quasi tous les livres que vous avez là sur mon lien en bio. Vous cliquez dessus, vous avez mes recommandations de livres de développement personnel et vous pouvez aller voir le résumé, les avis. Vous pouvez le commander. Bon, c'est un lien Amazon, donc voilà, vous avez tout dessus. Ouais, les profils émotionnels et les dépendances affectives, je sais que vous vouliez le lire aussi. Ouais, les accords Toltec, non, il n'y a pas le replay sur YouTube, mais on pourra le relire après. Il n'y a pas de souci pour les relire, hein. Parce que comme on met un peu de temps quand même à lire chaque livre, bon, ben c'est pas perdu de pouvoir les relire, hein. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui, Elvis. Ben voilà, s'il y a des choses qui sont encore ancrées, qui sont encore au fond de toi, que tu sens que voilà, tu as encore des ressentiments, des émotions profondes que tu n'arrives pas à, à faire sortir, bah peut-être que du coup, ce livre pourra t'aider. En tout cas, ça permet d'avoir des premières pistes. Après, est-ce qu'il faut aller sur une introspection personnelle, des thérapies, coaching, etc. Tout est tout est complémentaire. Voilà. Il n'y a pas. Voilà, c'est complémentaire. Ah bah ok, Cridi. Cridi, t'as pas mal de livres aussi, apparemment, du coup. Des mots entendus. Oui, voilà. Après, c'est des blessures qui sont ancrées, qu'il faut aller. En fait, il faut aller chercher les déclencheurs, il faut aller creuser, il faut aller comprendre comment les blessures ont pu s'ouvrir et comment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les porte encore. Quel est le dialogue intérieur qu'on peut avoir, quels sont les schémas répétitifs qui reviennent, les boucles, c'est des boucles émotionnelles, voilà, qu'est-ce qu'on se dit consciemment, inconsciemment, voilà, qu'est-ce qu'on vient par nos mots, par nos pratiques, qu'est-ce qu'on vient alimenter et qui est né de diverses expériences en fait. Donc ça voilà, il faut aller chercher ça aussi. Alors, en e-book, vous pouvez en avoir sur Amazon. Donc quand vous cliquez sur mon lien avec les recommandations de livres,
normalement, vous avez, il me semble que vous pouvez en commander un e-book. Après, par contre, moi, je suis un peu team papier, donc je connais pas trop les e-books et je pourrais pas trop vous conseiller, mais il me semble qu'en tout cas sur Amazon, vous avez. Tony Robbins, j'ai pas, mais on m'a conseillé. Tony Robbins, c'était quel livre déjà? Je me souviens plus. Mais je crois qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, dépendance affective, intéressant. Ok. Bah voilà, donc super. De toute façon, on les lira les deux. Merci Elvis. Voilà, donc bienvenue à tous. Voilà, et pour tous ceux qui découvrent le live, donc moi je fais des lives de lecture de livres de développement personnel. Je m'appelle Marine et voilà, je fais des lives le soir. Alors l'heure ça dépend, entre 20h et 21h30, ça dépend de mes dispos. Et voilà, donc après voilà, je fais aussi des coachings et puis je suis aussi consultante en organisation, j'accompagne des collectifs, mais au niveau professionnel. Voilà. Et donc, et voilà. Et du coup, bah, c'est devenu une passion, le développement personnel, déjà parce que je l'ai fait pour moi-même il y a longtemps et ben, ça continue toujours, hein. Après, le développement personnel, ça s'arrête pas. Mais voilà, j'avais commencé pour moi, puis ça a été une vraie passion et je voulais partager ça avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces lives, que j'ai commencé à lire un petit peu avec vous. Et puis au final, ben, vous avez été hyper réactifs. Donc voilà, on en est là aujourd'hui et ça se fait petit à petit. Donc voilà, merci à tous d'être là et aux habitués, à ceux qui découvrent et tout ça. Voilà, mettre des mots sur ce qui nous blesse exactement. Exactement, parce qu'on a une lecture, de notre vie, on a une lecture de ce qui s'est passé, mais ça reste conscient et parfois il faut aller creuser pour voir en fait ce qui se passe et tout ça, ben, ça prend un peu de temps, mais à partir du moment où les premières prises de conscience se font, derrière des actions peuvent être mises en place et, et, et quand on commence à comprendre, quand on a les premières prises de conscience, déjà ça, on est moins dans la blessure. Donc voilà, parce que il y a un raisonnement derrière et parce que derrière on peut aller mettre des actions qui nous permettent d'être plus dans l'amour de soi, de cultiver nos ressources intérieures et voilà, et de passer à l'après quoi, de débloquer et de passer à l'après. Pas mal de livres non lus surtout. Bah, les crédits, c'est le moment. C'est le moment. Ou alors l'été, pendant les vacances, voilà. Ok François. Ah bah écoute, merci de nous partager ton prénom. Oui, bah ouais, ok. Oui, je dis Elvis, mais ok, donc François. Hmm, je l'ai fait, ah oui, il y a longtemps. Mais je sais pas, mais est-ce que je vous avais partagé mon âge? Bah moi j'ai 33 ans, donc est-ce que je suis toute jeune? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et enfin, je vais faire 33 du coup. Voilà. Et du coup, il y a longtemps, bah, parce que quand je dis il y a longtemps, parce que c'est vrai que bah, les expériences de vie font que bah, comme j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, j'ai démarré assez tôt. Voilà. Donc pour vous dire, pour vous partager un peu, bah, j'ai commencé, c'était un peu avant l'adolescence. Voilà, parce que bah, environnement compliqué, parce que on m'avait demandé d'être accompagnée, etc. Et au début, j'avais pas eu le choix, mais je sais que c'était une bonne chose aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses et je pense que c'est ce qui a pu aussi peut-être me sauver de beaucoup voilà, de beaucoup de choses. Et mais bon, depuis, rien n'est impossible en tout cas, ça c'est sûr.
Ok, François. Bon, ben voilà. Ah, 38, ok. Je me disais, sur ta photo, tu fais jeune quand même. Je t'imaginais avoir beaucoup moins pour ta bienveillance, ta façon de voir la vie. Ah ben non. Et ouais, non. Donc, mais j'espère qu'on peut être bienveillant en prenant de l'âge quand même. Voilà. Après, oui, j'ai tendance à, oui, disons, à pas prendre les choses avec légèreté, mais à toujours essayer d'être positive ou de voir les choses sous un angle, on va dire, un peu plus, je serais, enfin voilà, à être, je me dis qu'il y a toujours une solution à tout et que tout est possible. Donc forcément, enfin en tout cas, bon, même si c'est pas tous les jours facile, ça c'est sûr. On a des périodes de moins et de moins bien et c'est normal, on est humain, c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà. Donc voilà. Merci Aura Farah, merci beaucoup. Hop. La lecture, c'est vraiment ce qui me manque, je trouve. Bah écoute, François, n'hésite pas à commencer. Tu prends un petit livre, tu vois, un petit format comme, par exemple, tu vois, les accords Toltec, c'est des petits formats. Ils sont plus fins que ceux-là. Et tu te prends, voilà, 10-15 minutes par jour, un moment où tu as un peu de temps pour toi. Et comme je vous disais, c'est plus facile. D'ailleurs, on l'avait, je sais plus dans quel, je crois que c'était dans l'effet cumulé, je sais plus. On avait lu, enfin, où j'avais entendu ce conseil, je sais plus où. Mais c'est bien de se faire un petit rituel. Par exemple, quand on a du mal à démarrer la lecture, ben, vous pouvez vous prendre une petite boisson, un thé, un chocolat, un café, ce que vous voulez. Et vous vous dites, ben, pendant que je bois ma petite boisson qui me réconforte, ben, je vais prendre un livre. Voilà. Et puis à la fin de ma boisson, ben, je pose le livre et je fais autre chose. Mais en fait, vous allez associer quelque chose que vous ne trouvez pas agréable à à une action agréable. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile derrière. Et vous allez comme ça créer des routines. Donc voilà, il y a plein de conseils comme ça pour essayer de mettre en place des nouvelles choses. Merci François. Yes, team Sagittaire. Bon après, on croit ou pas aux signes. Bon, voilà, à chacun. Des mesdames qui sont bien. Enfin, j'avais l'impression que ce genre de personnes. Non, non, mais il y a de tout, hein, Cridi. Moi, je pense que tous les humains sont bons. C'est juste qu'ils ont vécu des choses. Voilà. Et après, je pense, je pense qu'on est tous bons, on est tous bien. Mais après, on vit des choses et notre regard sur le monde peut changer. Mais en tout cas, il y a plein de personnes bien. Voilà. Merci Aura Farah. Merci beaucoup. Merci Brahima. Oui, c'est ça. Après, parfois, pas les plus fun, mais en fait, tu peux lire on n'est pas obligé de toujours lire des choses sérieuses, hein. Faut aussi lire des choses qui nous transportent, qui nous font du bien, qui nous font voyager ou qui nous font lire des belles histoires. Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas lu, mais je vous avais dit, moi, j'aime bien, j'aime bien les livres de Jane Austen. Bon, ben voilà, ça a rien à voir. C'est de la littérature anglaise. Enfin, c'est des histoires. Voilà, c'est la condition de la femme. Voilà, mais après, il y a des très belles histoires. Et puis, ça a rien à voir. Mais c'est bien il faut un équilibre, quoi. Voilà, pour moi, tout est dans l'équilibre, en tout cas. Donc, si tu as envie de lire, bah, lis des choses, ça peut être des BD, ça peut être des magazines, enfin, il y a plein de choses, quoi. Yes, Ibrahima, ouais, donc il aide beaucoup quand on veut mettre en place des choses, quand on a des situations où on a besoin de convaincre, d'avoir des arguments, d'amener à vendre, etc. Il est très bien aussi, ouais. Et c'est normal puisque bah, chacun son métier et bon, voilà.
exactement. Ah ben voilà, toi t'adores la science-fiction, Aura Farah, bah tu lis ou tu regardes, ou les deux peut-être, des films, Petit meurtre à l'étouffée pour changer des livres de recettes. Voilà, c'est ça. Coucou Annick, comment tu vas? Voilà, bah après on peut lire plein de choses différentes, quoi. Ah ouais, moi j'aime bien les biographies aussi. Et j'avais lu un livre sur Cléopâtre que j'avais adoré. Et je trouve que les biographies, c'est pas mal. Bon, après, c'est toujours orienté et tout ça, mais bon, ça permet de connaître la vie, voilà, de personnes célèbres ou inspirantes, voilà. Et il y a plein de choses de surprenantes aussi. Ah bah trop bien, Aura Farah. Ah bah super. C'est en fait la lecture, pour tous ceux qui aiment lire, c'est vraiment, on se met dans un monde à part en fait, hein. C'est un peu notre bulle, quoi. Et puis ça aide vachement pour la créativité, l'imagination. euh, En fait, voilà, dès que on sollicite le cerveau différemment, en fait, donc c'est pas mal, quoi. Et puis aussi, il y a tout ce qui va être pour le vocabulaire, l'attention, enfin la lecture, c'est hyper, hyper bénéfique, quoi. S'il y avait plus de mots ou de lecture. Après, te mets pas trop la pression, François, on s'exprime comme on peut. Bon, si tu peux lire un peu plus, c'est sûr que ça aide pour s'exprimer. Euh, mais plus tu te dis que tu as de la difficulté, moins tu t'exprimeras. Donc dis-toi plutôt, bah, je m'exprime comme je suis et ne te freine pas. Et puis après, si tu veux t'exercer, bah, tu peux faire du théâtre, tu peux prendre des cours, tu peux lire des livres à voix haute. Moi, je vous avais recommandé ça aussi parce que c'est vraiment pas mal. Mais faut voilà, être indulgent avec soi-même et on fait on fait du mieux qu'on peut. Je connais pas du tout Asimov. Je sais pas du tout. Ça raconte quoi du coup? Le livre Réfléchissez et devenez riche, bah, je le trouve très bien parce que c'est un manuel condensé de tout ce qu'il nous faut pour, je vais vous le montrer, pour atteindre un objectif. Bon, ici c'est la richesse, mais donc ça a été le premier livre qu'on a lu et on le relira. Donc il est, voilà, il est assez, vous voyez, il fait la taille d'un pouce, un petit pouce, et pas un pouce de grande main, on va dire. Et donc en fait, en gros, c'est la recette avec tous les ingrédients pour atteindre un peu le succès. Je trouve qu'il est très bien parce que il simplifie et en fait c'est un peu un guide et un peu une boussole pour mettre en place les choses et ne rien oublier. Donc le désir, c'est vraiment la volonté, la foi. Donc le désir, c'est l'objectif, la volonté. Il faut vraiment se dire que c'est ça ou rien. La foi, c'est croire en soi et croire au projet, etc. L'autosuggestion, c'est un peu, enfin, c'est un peu comme de la reprogrammation mentale, en fait. Il faut se convaincre que qu'on y arrive, il faut vibrer en fait à la bonne fréquence. La spécialisation, voilà, donc bon, ben, ça parle de soi, l'imagination, l'élaboration des plans, prendre des décisions rapides si possible, la persévérance, donc ne rien lâcher, le pouvoir du cerveau collectif, donc il faut toujours s'associer, on peut rien faire seul. Donc quand vous avez un projet, associez-vous, même si c'est juste pour réfléchir, pas pour mettre en place les actions, mais voilà, il faut s'entourer surtout de personnes qui ont déjà fait, qui peuvent vous donner des bons conseils. Voilà, le mystère de la transmutation sexuelle, en gros, je crois que c'est quand il y a de l'abstinence, on est plus en capacité de... En fait, cette énergie remonte dans le cerveau, je crois. Je crois que c'est ça, mais je suis plus sûre. Voilà, le subconscient, donc le fameux pouvoir du subconscient.
le cerveau humain et le sixième sens. Donc c'est l'intuition, je crois, et les 6 fantômes de la peur. Voilà. Donc on l'avait lu. Je l'avais trouvé vraiment pas mal. Après moi je l'ai lu qu'une fois, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Pour beaucoup, en fait, il y a un livre à lire pour atteindre un objectif. Là, atteindre la richesse, bah, c'est celui-là. Donc, en tout cas, il est vraiment bien. Et pour le coup, c'est un livre qui est assez ancien, donc vous pouvez le retrouver facilement, même d'occasion et tout, si vous voulez le lire. Mais et le prix, là, il était à 6,70. Donc, vous voyez, ça reste assez correct. Et je suis sûre que vous pouvez même le retrouver en livre audio. En tout cas, moi, il m'a pas mal aidé parce qu'il m'a donné... il m'a fait prendre conscience de ce que je devais mettre en place et ne rien oublier, le pouvoir du cerveau, le fait d'être soi-même moteur, le fait voilà, il faut s'entourer, il faut mettre en place un plan d'action avec des objectifs, un calendrier, des deadlines, etc. En fait, il faut poser les choses concrètement. Enfin, il y a beaucoup de choses et vraiment top. Bonne soirée, François. Très bonne soirée. Merci beaucoup pour ta présence. De toute façon, on va clôturer le live 23h30. C'est un fondateur de la science-fiction qui était physicien et qui a inventé les lois de la robotique. Ok, hyper intéressant. Je connaissais pas du tout. Ben, je regarderai, on pourra en reparler si tu veux au Rafara, mais hyper intéressant. Donc, je regarde encore un peu vos commentaires, puis on va s'arrêter là pour ce soir. Des livres audio, je peux pas vous... J'ai honnêtement pas de plateforme à vous conseiller. En fait, moi, je lis que des livres papier et du coup, je me suis jamais vraiment renseignée sur les plateformes audio. Mais bon. Mais je pense qu'avec Amazon, peut-être que dans mon lien, comme je vous avais dit, vous pouvez retrouver. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir, du coup. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie encore énormément pour votre présence sur ce live. Voilà, puisque comme je le dis à chaque fois, en tout cas très souvent, voilà, sans votre présence, il n'y aurait pas de live. Donc merci beaucoup de prendre le temps de rester à discuter, écouter la lecture et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup. J'essaierai de faire un live demain, mais si j'en fais un, ce sera vers 21h30, 21h45, un peu tard comme ce soir. Donc voilà, je vais voir si je suis pas trop fatiguée, j'en ferai un. Sinon, ça sera mercredi. Derrière au Rafara. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Le replay sera sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Oui, à bientôt Chris. À bientôt pour tous ceux que je reverrai une prochaine fois. Et avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Hop. Et je coupe le live. Merci tout le monde. Merci Cridi, merci tout le monde, merci Chris, Rafara. Voilà. De rien, Mickaël. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains lives et à activer la cloche. Et donc on lira le chapitre 5 sur le prochain live qui sera soit demain, soit après-demain. Oui, je réponds à tout le monde en privé, c'est juste que je mets un peu de temps parfois, mais j'essaie de répondre à tout le monde, ouais. Yes, tu m'as envoyé un message, je vais regarder, ouais. Pas de souci, ALD. Merci, merci, merci. J'éteins le live. Bonne soirée.